Dimanche 1er février 2026, 15 heures. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le Journal des régions. Dans cette édition, on s'intéressera à la crise du pouvoir traditionnel dans les villages autour de Yamoussoukro. Depuis quelques années, un vrai mystère entoure la désignation des chefs traditionnels. Entre succession contestée, division familiale et négligence des règles coutumières, nous tenterons de percer le mystère des tensions autour du choix des chefs chez les peuples akans de la région des lacs. Nous le verrons également, l'Office ivoirien des parcs et réserves qui monte au créneau pour la préservation des 34 000 hectares du parc national du Mont Péco. Un joyau écologique de la région du Tongpi qui risque de disparaître sous le poids des occupations agricoles illégales et du braconnage. Il n'y a presque plus d'igname ponant à Bondoukou, de quoi s'inquiéter quand on sait que c'est le féculent le plus consommé dans l'Est ivoirien. Qu'est-ce qui explique la rareté inhabituelle de cette denrée depuis quelques mois sur les marchés de la région du Gontougo? Restez avec nous, les détails dans quelques instants. Encore une fois, soyez les bienvenus au cœur de l'actualité des régions. Prenons tout de suite la direction du district de Yamoussoukro pour tenter de démystifier l'atmosphère tendue qui règne lors du choix des chefs. C'est à coup de contestation et parfois de bras de fer interminables que l'autorité traditionnelle finit par être installée dans certains villages. Où est donc passé le respect des coutumes ? Comment restaurer le climat de paix lors des successions? Suivons ensemble ce décryptage de notre correspondant sur place à Yamoussoukro, Seydou Ben Koulibaly. Non, l'un des villages rattachés à la commune de Yamoussoukro n'avait pas connu de chef depuis plus d'une vingtaine d'années. Cette situation était due à des litiges sur le mode de désignation du chef, garant des us et coutumes. Fort heureusement, les familles belligérantes ont pu trouver un terrain d'entente en choisissant Kwame Brou Obertel, qui jusque-là assurait l'intérim. Ce dernier est en attente de la remise officielle de son arrêté de nomination. Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Pendant 20 ans, nous étions, on se regardait en chien de faïence. Donc tout est fini. Donc je leur demande que c'est l'union qui fait la force. Dans un village où il n'y a pas de chef, on appelle ce village accampement. Donc moi, je leur demande tous pardon, qu'on a qu'à se mettre ensemble pour la bonne marche du village. Ces conflits de chefferie sont de plus en plus récurrents au sein des villages dans le district autonome de Yamoussoukro. La gestion opaque des chefs à la tête de leur communauté demeure l'une des principales raisons. La cause, pour moi, c'est la cupidité. Dans l'ancien temps, quand tu es chef, on est chef, mais on ne devient pas chef. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi je suis né, que je dois être chef, je suis chef de celui-ci. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de pouvoir gérer les terres, les gens viennent juste pour pouvoir gérer les terres et puis se remplir la poche. Tout le problème est là. Il y a plein de jeunes et plein de femmes qui ne connaissent pas réellement le rôle du chef du village. Donc chacun veut s'initier dans la gestion du village. Donc je crois bien qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une réelle communication pour que chaque jeune, chaque femme puisse véritablement connaître le rôle du chef du village. Chez le peuple akan, le mot de désignation du chef est connu. Il y a donc problème lorsque ces règles sont bafouées pour des intérêts personnels. Au niveau de Yamoussoukro, surtout dans le peuple akoué, en principe, la gestion de la chefferie ne devait pas poser problème. Mais aujourd'hui, par mauvaise foi et par les égos des uns et des autres, chacun veut se faire prévaloir chef. Or que chez nous, en pays akan, nous savons comment on devient chef et comment on gère la chefferie. Face à l'urgence de préserver l'unité et la cohésion sociale au sein des villages, le sous-préfet de Yamoussoukro a mené plusieurs médiations. Sur 13 cas de conflit de chefferie, 7 ont été résolus avec la remise officielle de leur arrêté de nomination. La difficulté qu'on a ici à Yamoussoukro en matière de chefferie, il faut dire qu'il faut distinguer deux cas. Il y a donc des villages où donc il y a un chef de village qui est donc reconnu, qui désigne qu'il y a un document officiel, mais donc l'autorité est mise en mal dans la gestion des affaires du village. Et de l'autre côté, nous avons donc ceux des villages où
on a du mal à désigner chef parce qu'il y a plusieurs personnes qui réclament la chefferie. Donc, nous sommes du bicéphalisme à tête de ces villages. Il faut qu'on se mette ensemble pour aller vers le développement. Et le développement aussi passe forcément par le rassemblement. Le développement passe par l'amour. Il faudrait qu'on s'aime. Le développement passe par la paix. Et c'est seulement à ce seul prix-là qu'on pourra aller au développement. Pour éviter toute forme de bicéphalisme au sein des villages, les associations de jeunesse, les présidents des mutuelles, les cadres, souvent même les politiques, sont invités à jouer pleinement leur rôle. Le village, c'est le chef de tout le village. Personne, tous les habitants du village sont sous l'autorité du chef du village. Donc chacun doit pouvoir donc le respecter. Toutes les entités comme mutuelles, comme les gestions rurales, des jeunes, des femmes, ce sont des entités qui sont mises à la disposition du chef du village pour l'aider dans la gestion des affaires du village. Je voudrais demander d'abord à tous les chefs de village qu'ils aient leur arrêté de nomination ou pas, mais avant qu'ils ne puissent avoir leur arrêté de nomination, c'est au niveau du village que ça commence, au niveau de la famille que ça commence, que tous puissent respecter nos us et coutumes. Beaucoup d'efforts restent à fournir en vue de garantir une paix sociale durable dans les villages. Il est donc impératif que chaque acteur respecte le mode de succession ou de désignation selon les us et coutumes. C'est l'unique remède efficace contre le bicéphalisme qui mine actuellement plusieurs villages au sein du district autonome de Yamoussoukro. Retour à présent sur l'échange de vœux de Nouvel An entre le chef de l'État Alassane Ouattara et les guides religieux et chefs traditionnels. Une cérémonie qui s'est tenue jeudi dernier à la salle des pas perdus du palais présidentiel, au cours de laquelle le chef de l'État a tenu à féliciter les chefs traditionnels et guides religieux pour leur apport au climat de paix dans le pays. Je vous invite à suivre cet extrait du discours du chef de l'État. Je voudrais profiter de cette rencontre pour vous réitérer mes remerciements pour l'important travail que vous accomplissez auprès de vos communautés respectives en vue de maintenir la paix et la cohésion nationale dans notre beau pays. Majesté, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, mesdames et messieurs, je voudrais aussi me féliciter de l'apport de la chefferie traditionnelle et de chacune des confessions religieuses à la construction et au renforcement de la cohésion sociale et de la paix, qui sont indispensables au développement de notre pays. Je vous remercie pour votre grande contribution à la paix et à l'organisation apaisée des élections présidentielles et législatives en 2025. J'encourage les guides religieux à continuer à œuvrer pour le renforcement du dialogue interreligieux et à continuer de faire des prières pour la Côte d'Ivoire, car je puis vous assurer quant aux belles perspectives de notre beau pays. Et on s'intéresse à présent à ce joyau écologique de l'Ouest ivoirien. Il s'agit du parc national du Mont Péko qui fait face à de fortes pressions humaines entre occupation agricole illégale et braconnage. La forêt est menacée. Pour tenter donc de sauver ce patrimoine culturel, naturel également, l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, en collaboration avec les communautés riveraines et les partenaires techniques, monte au créneau. C'est ce que nous explique dans ce reportage Christ-Ephraim Diomandé. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Guémor, se tend l'un des plus précieux patrimoines naturels du pays, le parc national du Mont Péko. Classé patrimoine de l'État, ce massif montagneux est un véritable sanctuaire de biodiversité. Il abrite plus de 1000 espèces végétales, ainsi qu'une faune riche et variée, composée notamment de primates, d'antilopes et d'espèces rares, parfois menacées. Derrière cette image majestueuse, la réalité du terrain révèle une situation plus préoccupante. Depuis plusieurs années,
le parc a subi une pression humaine croissante. Des populations riveraines, confrontées à la précarité économique, s'installent progressivement à l'intérieur de ce parc. Des plantations de café, de cacao et des verres s'étendent inégalement, grignotant peu à peu cet espace pourtant strictement protégé. Des pratiques interdites, souvent favorisées par l'isolement du parc et le manque d'alternatives économiques durables. À cette préoccupation anarchique s'ajoute une autre menace tout aussi grave, le braconnage. Une activité qui met en péril la faune emblématique du Mont Peko, ciblant antilopes, pangolins et parfois même des chimpanzés. Face à cette urgence écologique, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a décidé de renforcer sa présence sur le terrain. Nous avons un plan de surveillance au niveau de l'Office ivoirien des parcs et réserves sur lequel nous nous basons. Au niveau de la surveillance, il y a des surveillances ordinaires, des patrouilles ordinaires, des patrouilles d'envergure. Les patrouilles ordinaires, c'est le secteur qui fait 10 jours dans le parc par mois. La brigade mobile qui fait 15 jours des 3 aires protégées de l'Ouest par mois. Et nous avons les patrouilles d'envergure où nous sollicitons les autres forces de défense. Nous avons des contrôles inopinés. C'est-à-dire sur information, nous apprenons qu'il y a un fait qui est en train de se dérouler de manière spontanée, nous réagissons. Des patrouilles sillonnent quotidiennement la forêt. Elles identifient les zones d'empiétement, démantèlent les campements illégaux dans le but de restaurer l'autorité de l'État sur cet espace protégé. Encore! Vous voyez que nous sommes en pleine séance de patrouille. Et là, c'est un délinquant que nous avons vu. Mais malheureusement, il nous a vus un peu plus tôt. Donc, il a pris de l'ascendant sur nous. Ce qui a fait qu'il a pu s'évader dans les forêts. Mais ce n'est pas grave. Il y en a plein ici. Bon, nous allons continuer la patrouille pour voir si on peut dénicher encore d'éventuels délicteurs. Mais l'action de l'OIPR ne se limite pas à la répression. L'institution a fait le choix d'une approche plus inclusive et durable. Nous sommes venus avec le sous-préfet de Blény-Morin pour pouvoir porter encore notre message de sensibilisation. L'OIPR mène comme action-activité pour impliquer plus les communautés riveraines dans la gestion quotidienne du parc national du Mont Peko. Un parc là, les arbres qui sont dedans ont une vie, tout comme l'homme. Donc nous avions le devoir de protéger ce parc. Avec l'appui de ses partenaires, acteurs majeurs de la filière cacao, des programmes de reconversion sont mis en place. L'objectif est d'offrir aux anciens exploitants illégaux des alternatives économiques respectueuses de l'environnement. Avec l'appui de la Banque mondiale et notre partenaire Care International, c'est plus de 35 micro-projets qui ont été sélectionnés à ce jour et 28 ont déjà reçu leur premier financement. Donc c'est des micro-projets divers, des élevages de porcs, d'ovins, de caprins, de l'appui à la création de plantations vivrières, de riz, de riziculture, de transformation de riz aussi. À Michel Cros, localité riveraine du parc, les communautés locales ont choisi de s'engager aux côtés de l'OIPR. Autour des mêmes objectifs, elles participent désormais activement à la protection de ce patrimoine naturel. Tout le monde est tombé d'accord. Maintenant, si on voit quelqu'un qui veut rentrer dans Mont Peko, on les appelle les agents OIPR. Les habitants de Michel Cros, on est disposé à aider le OIPR pour protéger le Mont Peko. Dans un esprit de responsabilité collective, ces populations, autrefois en marge de la gestion forestière, deviennent aujourd'hui des véritables partenaires de la conservation. Pour accompagner cette dynamique, des formations des activités génératrices de revenus durables ont été mises en place. Nous avons bénéficié d'un projet d'un montant total de 16 620 000 qui nous a permis vraiment de réaliser la construction d'une grande ferme d'une superficie de 510 mètres carrés qui pourra nous permettre aussi demain de pouvoir subvenir à nos besoins, subvenir aux besoins de nos familles. Cela permettra aussi d'éviter de rentrer dans le parc national que nous protégeons tous. Élevage porcin, aviculture et exploitation rizicole dans les bas-fonds, autant d'alternatives à proposer pour réduire durablement la pression sur la forêt. Cette stratégie combinant surveillance, reconversion économique et sensibilisation commence à porter ses fruits. Les résultats obtenus témoignent d'une avancée notable
dans les efforts de préservation du parc national du Mont Peko. Il y a un certain nombre d'espèces animales qui sont arrivées et qui sont à l'intérieur de cet espace-là. Donc il y a une série d'aménagements qui est en cours qui permettra à cet espace-là d'être viable et permettre aux populations de bénéficier de l'existence du parc national du Mont Peko. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est fait au niveau du parc national du Mont Peko. Comme je l'ai dit, c'est un parc qui vient de très loin, qui a été infiltré à près de 70%. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'intérieur de l'espace. Ça veut dire que la direction de zone ouest de l'OIP mène des actions spécifiques qui permettent aujourd'hui de maintenir l'espace en bon état. Les premiers signes de rénovation sont visibles au parc national du Mont Peko. Grâce à l'engagement de l'OIPR, des communautés riveraines et de leurs partenaires, l'écosystème reprend progressivement vie. Au Mont Peko, préserver la forêt, c'est désormais aussi bâtir un avenir durable, partagé entre l'homme et la nature. Et cette pénurie qui pourrait totalement bouleverser les habitudes alimentaires des populations dans le Gontougo. Je vous le disais en début de journal, l'igname ponant, principal aliment dans cette région de l'Est ivoirien, devient une denrée rare sur les marchés, notamment ceux de Bondoukou. C'est un constat généralement observé à partir du mois de décembre. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Suivons ensemble les explications dans ce reportage d'Herman Niamnia. À Bondoukou, dans la région du Gontougo, l'igname ponant, aliment de base très prisé des populations, se fait de plus en plus rare sur les marchés. Une pénurie qui revient chaque année, particulièrement à partir du mois de décembre, et qui pèse lourdement sur les ménages comme sur les commerçants. À Côte d'Ivoire, à partir du mois de août, on peut dire au moins fin juillet, début août. Mais jusqu'à au plus tard 11e mois, la Côte d'Ivoire ne gagne plus rien. On peut dire au moins 6 mois, à l'intervalle 6 mois. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, la difficile conservation de l'igname ponant. Récolté en grande quantité pendant la période de production, ce tubercule supporte mal le stockage sur une longue durée. Faute d'infrastructures adaptées, les pertes sont importantes. Ponant là, lui, il est compliqué. Il y a trop de sucre dedans. Donc, quand tu mets dans un coin où il y a la chaleur là, ça va pourrir. Actuellement, j'ai mis ça en haut là. Il y a le vent, l'air qui souffle. Ça ne peut pas pourrir. Mais si tu n'as pas un coin bien pour placer, pour mettre ça à l'ombre, pour que le vent puisse passer dessus, ça va pourrir. C'est manque de pourrir et puis les bons. Les paysans aussi, on ne peut pas les comprendre. Souvent, là, ils mettent produit. Ils prennent un produit pour cultiver l'igname là. C'est ça qui fait que l'igname là, on ne peut même pas le réserver. Sinon, avant, l'igname peut durer, mais maintenant là, c'est pas ça. Les jeunes là ne vont même plus au champ. Donc maintenant, les parents là, eux prennent au moins les produits chimiques là pour pouvoir pomper les champs, pour pouvoir tuer les herbes. Donc maintenant, pourtant, mais quand est-ce que maintenant que les produits encore, au moins, mais comme que la terre aussi est très faible, donc maintenant, ça pourrit l'igname. À cela s'ajoute un autre phénomène majeur, l'essor de l'exploitation des mines d'or dans la région. Une activité qui attire de nombreux jeunes, désormais moins intéressés par l'agriculture, jugés pénibles et peu rentables. Depuis que mine d'or l'a déclenché, là, tous les jeunes là sont partis. Sinon, avant même là, mais pas de mine d'or là même là. La Côte d'Ivoire fournit l'igname même, jusqu'à la nouvelle igname. Vendeuse d'igname depuis 23 ans, Adaye Afwa constate chaque année la baisse progressive de la disponibilité du ponant local sur le marché de Bondoukou, ce qui l'amène à se tourner vers d'autres variétés d'igname comme bon nombre de vendeuses. Il y a au moins 5 à 6 variétés d'igname. Ça, c'est le vrai ponant. On peut reconnaître, au moins il faut être dans le domaine. Sinon, à l'heure libre, là, tu ne peux pas savoir que ça, c'est le vrai ponant. J'ai 3 sortes de qualité d'igname. J'ai ponant, j'ai igname ghanéen, j'ai florido. Je fais en gros. Face à cette pénurie, le Ghana voisin devient le principal fournisseur de l'igname ponant consommé en Côte d'Ivoire durant cette période. Une solution qui permet de maintenir l'approvisionnement et qui heureusement n'entraîne pas une hausse des prix. C'est ponant qui est meilleur, mais là, c'est pour Ghana là on prend. C'est Ghana qui nous envoie l'igname. Ponant de Ghana là, et ponant de Côte d'Ivoire là, c'est pas le même goût. Les goûts là sont différents. Pour Côte d'Ivoire là, ça c'est doux. Et puis Ghana là, c'est pas doux comme les autres. Côte d'Ivoire là, se gâte vite. Ghana là, ça se gâte pas comme ça. Ghana là, ça c'est moins cher plus que Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire, le kilo à 500. Maintenant Ghana là, le kilo à 400. Au-delà de l'alimentation, certaines variétés d'igname sont également reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Elles sont utilisées pour soulager ou prévenir certaines maladies,
notamment le diabète selon les vendeuses. Il y a Nyam pour les diabétiques. Il y a Tédila, il y a Kelengele, il y a Lorobre, tout ça là, les diabétiques. Qu'est-ce que fait la différence? Bon, l'autre, les diabétiques, là, ils ne peuvent pas manger l'igname qui est sucré. Maintenant, par contre, Bonan là, c'est sucré. Ça, c'est très là. Lui n'est pas sucré. Tous ceux qui ont le diabète peuvent aussi me contacter facilement. Ça, c'est pour les diabétiques. Mais quand tu piles là, c'est tendre. Entre difficultés de conservation, désintérêt pour l'agriculture et concurrence des activités minières, l'igname Bonan se raréfie à Bondoukou. Une situation qui interroge sur l'avenir de cette culture emblématique et sur la nécessité de repenser les conditions de production et de stockage pour préserver ce patrimoine alimentaire. Et sachez, avant de poursuivre, que la route de la Côtière enregistre d'importants travaux de réhabilitation. À la fin des travaux, c'est une voie stratégique longue de plus de 353 km qui va contribuer considérablement à faciliter les échanges économiques, à sécuriser et à fluidifier le trajet jusqu'à San Pedro. Et on poursuit ce journal dans le Boclet au carrefour Sassandra. Elles retiennent forcément l'attention des voyageurs et face à leur discours persuasif, il est difficile de résister à ce que proposent ces vendeuses à la criée. Pour certaines du vivrier et d'autres des crustacés fraîchement sortis de mer. Qui sont ces braves femmes? Comment arrivent-elles à écouler leurs produits? Sont-elles en sécurité sur la côtière? Pour vous, Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra, les a rencontrés. Regardez. Carrefour de Sassandra, sur la route côtière. Ici se développe un commerce informel. Un commerce avec pour principaux clients les automobilistes et les voyageurs en car. Ici, on trouve un peu de tout. Du poisson fumé aux escargots en passant par le vivrier. C'est les vrais crabes de Sassandra. Crabe poilu. Vous les attachez combien? Il y a 2000, il y a 1000 francs. C'est bien frais. Crabe là, bien frais. Nous, on prend ça à 6, 7 à 2000. On fait 5 à 2000, souvent 6 à 2000. On ne cherche pas beaucoup. Les clients, ils aiment ça bien. Moi, je vois. En tout cas, pour les prix, c'est naturel. On pêche aujourd'hui, on préfère aujourd'hui et on vend aujourd'hui. 500 000 francs. Les personnels qui vont à Abidjan, comme San Pedro, c'est eux qui sont nos clients. Il y a pour 2000, il y a pour 1000 francs, il y a pour 5000. Et à la moindre occasion de stationnement des véhicules, ces vendeuses se ruent pour proposer leurs marchandises. Un cas de transport vient de garer. De l'autre côté de la chaussée, un automobiliste apparemment un habitué des lieux vient de stationner. Chacune d'elles propose ses produits. Monsieur, demain, un de ces appels. Mais il faut voir grade aussi. Il faut voir joli grade. Vous avez l'habitude de faire ce genre de marché? Oui, oui. À chaque fois? Chaque voyage. Il prend beaucoup, il prend tout, graines, escargot, écrevisses, il prend beaucoup. Ça dépend de ma poche. Hein. S'il y a 10 000, il va pour 10 000, s'il y a 50 000, ça dépend. Je suis en train de prendre un peu de crabe parce que j'adore beaucoup ça. Quand je fais un passage, je fais escale pour m'approvisionner. Je prends souvent les fruits, je prends un peu de graines naturelles pour bio et puis du poisson par moment. Bon, ici à Sassandra, je préfère, les prix sont un peu abordables par rapport aux autres quartiers. Un commerce florissant pour ces vendeuses à la criée. Une culette par jour, au moins 5 000. Et à 2 000. Je vais gagner ça. À 10 000. Et puis, il n'y a pas d'escargot. Il ne pleut pas. Pourquoi ça va acheter à très cher? Avant, c'était 5 000. C'est moins cher. On gagne ça moins cher. Mais maintenant, il ne pleut pas, là, c'est devenu cher. On peut vendre 4 kilos, 5 kilos. Il y a marché. Et puis, le site est vendu pour 2 000. Parfois, il peut gagner 4 000. Parfois, il peut gagner 5 000. Par jour. Les centres pour mettre nos enfants à l'école, pour nourrir nos familles, pour faire tout à nos enfants. Évidemment, les intempéries constituent un ennemi pour ces vendeuses. Et puis là, ça ne marche pas. Quand on fait au marché, là, rien ne marche. Vendre au carrefour de Sassandra sur la route côtière comporte des risques d'accident. Des véhicules qui roulent au-delà de la vitesse indiquée en agglomération, comme ici sur ces images. Avec l'état de la route, voilà, c'est un peu dangereux.
Pour plus de sécurité, les vendeuses au carrefour de Sassandra demandent qu'il leur soit construit un hangar et qu'il soit érigé des balises de sécurité. En attendant, demain est un autre jour avec l'espoir de vendre un peu plus. Et avant de refermer ce tour d'actualité des régions, retenez qu'à Korogo, ce sont plus de 550 conducteurs d'engins à 2 et 3 roues qui ont été formés par la Gendarmerie nationale et le groupement des sapeurs-pompiers militaires au comportement responsable en circulation. Une initiative qui tombe à pic quand on sait que les motos et les tricycles sont régulièrement impliqués dans de nombreux drames routiers. Et cette information qui met un point final à ce rendez-vous des régions. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur RTI 1.